Bonjour et bienvenue à ma présentation sur les carburants d'avion. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce qu'un hydrocarbure, nous verrons ses fonctionnalités et différents types de carburants. Donc, un hydrocarbure, c'est une molécule composée de carbone et d'hydrogène. Ils ont normalement des structures de chaînes de carbone, mais peuvent parfois aussi être des chaînes ramifiées et des cycles. Un exemple d'hydrocarbure serait l'hexane, une molécule à 6 carbone. Leur fonction primaire est l'apport en énergie. On les retrouve donc dans plusieurs types de moteurs. Et plusieurs types de moteurs dit plusieurs types de carburants. Donc, des exemples de carburants d'avion seraient le Jet A1, le Jet A et le Jet B. Le Jet A est uniquement la version américaine du Jet A1, qui est le carburant civil le plus répandu au niveau international. Et le Jet B est un carburant similaire mais plus inflammable, mais dont la température de congélation est plus basse, ce qui signifie qu'il congèle à une température plus basse, et donc utilisé dans le nord du Canada, par exemple. Maintenant, voyons le plan de la présentation. Nous verrons d'abord la matière première du carburant, un procédé, ainsi que son fonctionnement global, puis une vue plus en détail de celui-ci, et finalement l'acheminement du carburant. Et nous finirons avec une conclusion. La matière première et ses provenances principales et alternatives. Dans ma présentation, je me baserai sur le Jet 1, puisqu'il s'agit d'un carburant d'avion les plus répandus dans le monde. Donc, sa matière première est le kérosène, une molécule, un hydrocarbure de 9 à 16 carbone. Et évidemment, sa provenance principale est celle du pétrole, mais il existe aussi des sources alternatives telles que le kérosène solaire, le biokérosène à base d'algues et de microalgues, et le kérosène formé à partir de charbon liquéfié. Ci-dessous, on voit une photo d'une tour qui sert à synthétiser du kérosène solaire. Passons maintenant à la production du carburant. Mais voyons rapidement sa combustion et ses standards. Le carburant d'avion est composé majoritairement de kérosène, mais peut contenir jusqu'à 25% volumique d'aromatiques, des additifs et malheureusement du sulfure, un composé indésirable. Il doit atteindre des standards de point de congélation et de viscosité aussi. Retour à la production, nous verrons comment il est possible de produire du kérosène à base de charbon liquéfié, une méthode qui a pour avantage de produire moins de gaz à effet de serre que le raffinage du pétrole, mais qui ne contient pratiquement pas d'aromatiques. Voyons d'abord le procédé global de la liquéfaction du charbon. Voici donc ci-dessous un schéma bloc du procédé global. On peut voir les différentes étapes, donc la gasification du charbon par de la vapeur et de l'oxygène, le reformage à la vapeur du monoxyde de carbone, la purification des gaz, puis ensuite le procédé de Fischer-Tropsch qui va permettre de synthétiser des hydrocarbures, puis finalement le raffinage qui permet de séparer les hydrocarbures pour obtenir la coupe désirée d'hydrocarbures, donc une coupe de 9 à 16 atomes de carbone. Passons tout de suite à la gasification du charbon. Celle-ci se produit dans un gasificateur de Lurgi à cendre sec et immobile, qui atteint des températures de 800 à 1800 degrés Celsius. Dans le haut, on atteint une température de 1000 degrés, alors que dans le bas, une température de 1800 degrés Celsius. Par la conduite crude gas, les gaz synthétisés vont ressortir à une température autour de 1000 degrés. Et comment fonctionne ce gasificateur, allez-vous me demander? Eh bien, au bas de l'appareil, par la conduite steam and oxygène, de la vapeur et de l'oxygène sont alimentés à l'appareil, et par le haut, on alimente du charbon. Lorsque les réactifs entrent en contact, ils réagissent pour former des gaz synthétiques et des cendres. Grâce à la haute pression à laquelle l'appareil opère, eh bien, les gaz synthétiques vont ressortir par la conduite crude gas, et les cendres vont tomber vers un conduit de purge grâce à une grille rotative que possède l'appareil.
Malheureusement, cet appareil est vulnérable aux accumulations de cendres dans le bas de l'appareil, mais il a un très bon rendement en gaz synthétique. Passons maintenant au reformage de la vapeur du monoxyde de carbone. C'est un procédé plutôt simple. Donc, suite à la gasification, on se retrouve avec un courant de monoxyde de carbone et d'hydrogène qui va se diriger vers un réacteur auquel il va aussi être alimenté de la vapeur. Avant d'arriver au réacteur, le courant passe par un échangeur de chaleur qui est un système qui permet à des conduits de s'intercroiser pour échanger de la chaleur. Suite à ce système, le courant va atteindre une température de 600-800 degrés, puis va entrer dans le réacteur qui comporte un lit catalytique de fer-chrome qui permet donc aux molécules de monoxyde de carbone de réagir avec l'eau pour former du CO2. Le courant sortant du réacteur contient donc du CO2, de l'eau et de l'hydrogène. Il faut maintenant purifier le gaz. C'est une étape primordiale afin de ne pas compromettre le fonctionnement des catalyseurs plus loin dans le procédé. Donc, on va acheminer le mélange de gaz à une chambre à combustion où le soufre va réagir avec de l'oxygène pour former une molécule de SO2 qu'on voit ci-dessous. Cette molécule va être condensée lorsque le gaz va être refroidi, ce qui permet de la séparer du reste du mélange. Passons maintenant au procédé de Fischer-Tropsch, l'étape la plus complexe que nous verrons. Celle-ci se passe dans un réacteur SAS. Tout d'abord, le gaz est alimenté au bas du réacteur. À l'intérieur de celui-ci se trouve un lit fluidisé contenant un catalyseur de fer. Le gaz va passer à travers celui-ci sous forme de petites bulles, de manière à permettre au monoxyde de carbone de réagir avec l'hydrogène. Le réacteur opère à haute pression et à haute température, de manière à forcer les molécules à réagir entre elles. Celui-ci opère à une pression de 2500 kPa. Dans le haut du réacteur se trouvent des cyclones qui font tourner le gaz de manière à envoyer les particules liquides et solides qui pourraient remonter avec le gaz. Ce pourrait être des particules de catalyseur par exemple. Finalement, au haut du réacteur, un courant ressort avec les hydrocarbures sous forme gazeuse. Ce réacteur forme des chaînes de carbone pouvant être de 1 à une centaine de carbone. Passons maintenant au raffinement des hydrocarbures. Ce procédé permet de séparer les hydrocarbures selon leur volatilité. Les hydrocarbures les plus volatiles ressortent au haut de la colonne et les moins volatiles ressortent au bas de la colonne. Cela traduit aussi la longueur des chaînes de carbone puisque les chaînes de carbone les plus courtes sont plus volatiles et ressortent au haut de la colonne. Finalement, lorsque les hydrocarbures qui constituent le kérosène sont séparés, on leur ajoute des additifs et on les achemine à bon port par des gazoducs ou bien par des camions. Pour conclure, je tiens à souligner que l'exploration et le développement de sources alternatives de production d'hydrocarbures est primordial, puisque, en plus de créer beaucoup de gaz à effet de serre, l'exploitation du pétrole ne pourra pas durer indéfiniment puisque c'est une ressource limitée. Merci de m'avoir écouté.